Vous me permettrez enfin, pour terminer, que je ressens comme un honneur d'avoir été depuis 3 mois et d'être encore le Premier ministre des Français, de tous les Français. Et au moment où cette mission se terminera, peut-être bientôt, je veux vous dire que cela restera pour moi un honneur d'avoir servi avec dignité la France et les Français. Au revoir. Voilà, au revoir Michel Barnier, c'était fatal, on savait que ça allait arriver, tout ça pour ça, un budget qu'on aurait étudié pendant des semaines, pour rien, c'était prévisible. Maintenant la grande question c'est qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer de donner quelques éléments dans cette nouvelle vidéo d'Espace Politique et j'évoquerai une proposition de loi sur la préservation de l'environnement nocturne que nous avons travaillé en audition lundi. C'est LFI qui, pour l'instant, en tout cas, donne le sentiment d'être à côté de l'aventure. Et moi, je n'ai pas compris pourquoi il ne venait pas au rendez-vous à l'Élysée. Sur la question de la méthode, il faut arrêter les réunions à l'Élysée. Voilà notre priorité. Vous l'avez dit. Vous n'avez pas relancé une invitation à Emmanuel Macron pour une autre réunion? Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est nous ne sommes pas dupes. Alors, les collègues écologistes, socialistes, communistes se sont déplacés à l'Élysée à l'invitation express du président Macron, qui cherche à nommer un nouveau Premier ministre. Ça devait être fait assez rapidement. Ils ont fait le déplacement. Nous, on l'a refusé, hein, parce qu'on a bien vu que c'était une combine qui cherchait, voilà, une manœuvre dilatoire qui cherchait à gagner du temps et à réinstaller Macron en maître des horloges. Ils se sont laissés abuser et en même temps, en tout cas, s'agissant des collègues écologistes, ils ont vérifié sur place qu'il n'y avait aucune espèce de bouger chez Macron. Il continuera quoi qu'il arrive. C'est le cas aussi d'ailleurs de ce qui lui reste de socle dans l'Assemblée nationale. Donc c'était une fin de non-recevoir. Les écologistes l'ont compris, hein, ils sont retournés après à l'Assemblée. Les socialistes, là, sont dans une espèce d'entre-deux. Hein, ça souffle le chaud et le froid selon les interlocuteurs. Olivier Faure maintient que possiblement il y a un coup à jouer avec Macron qui pourrait comprendre enfin de façon lucide qu'il faut nommer un Premier ministre à la tête du gouvernement. Je pense que là tout le monde s'enferme dans une impasse et on l'a compris, hein, qu'il ne bougera pas, il ne veut pas bouger, il est responsable du blocage et là la seule solution possible, j'y reviendrai, c'est sans doute sa démission. Donc ça, c'est une séquence qu'on a vécue, c'était cette semaine. Hein. Au même moment, enfin c'était le week-end dernier, il s'est passé quand même quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est la réouverture de Notre-Dame. On en est ravis, hein. C'est un trésor national, culturel. En revanche, cette cérémonie, s'agissant de sa récupération politique, elle pose beaucoup de questions. Là, on a un président Macron qui se place presque sur l'autel, avec un discours sirupeux et minuté dans lequel il a essayé de se refaire une santé symbolique en surjouant la gravité du moment et cette figure du président qui rassure et qui lie le peuple. Bon, c'est une imposture. Il le fait devant un parterre de têtes couronnées et de présidents de par le monde, et notamment aussi un gouvernement démissionnaire. Enfin, ça renvoie à une image du pouvoir qui est très déclinante, pour dire le moins. Il le fait aussi, et ça quand même c'est un geste politique, qui dit quelque chose de la façon dont il entend gouverner encore, devant Donald Trump, président élu des États-Unis d'Amérique, quand même un président plus qu'autoritaire, on peut le dire, hein, néofasciste, suprémaciste, qui a fomenté un coup d'État en 2020, hein, qui a envoyé ses sympathisants vers le Capitole pour le prendre, cet assaut du Capitole qui a laissé un goût plus qu'amer aux États-Unis. Il est devant. Voilà, il est invité en majesté, de la même façon qu'il invite au même moment Elon Musk, qui est le fameux multimilliardaire, l'homme le plus riche de l'histoire, hein, fondateur de SpaceX, etc., qui va jouer sans doute un rôle maintenant dans le gouvernement, dans l'administration de Trump, avec une improbable administration qui vise à casser l'administration de l'intérieur, à coup de tronçonneuse néolibérale. Donc parmi les personnalités que Macron invite ce jour-là, vous avez donc Trump et Musk. Si ça dit quelque chose, en tout cas, de la fascisation de ce pouvoir déclinant qu'est le macronisme, c'est clair que là, on a un gros concentré. Tout ça, en tout cas, c'était ce week-end.
Et ça dit à quel point il y a un blocage. Macron ne peut pas comprendre, il ne peut plus comprendre, et je pense qu'il n'a jamais compris. Là, il a complètement précipité ce chaos qui est l'ingouvernabilité du Parlement, cette fragmentation, etc., qui néanmoins a fait émerger un socle majoritaire, qui est le nouveau Front populaire, hein, qui est en capacité de proposer un Premier ministre, et nous, on l'a proposé depuis le mois de juillet. Macron persévère et ne veut pas le faire. Il est responsable donc de cette chienlit organisée. Pour nous, il est clair qu'il y a une seule solution hein, face à ce mur contre lequel il se cogne quoi qu'il arrive, et il va se cogner et la pression populaire va augmenter. La seule solution, c'est qu'il démissionne. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre comme option ? Il est le dernier fusible de ce système qui est à terre. Donc nous, la proposition elle est très simple. Hein. On avait mis en jeu la question de sa destitution, ça a été refusé hein, en son examen. Là, la nouvelle séquence que nous, on essaye de mettre en œuvre et de faire circuler dans les consciences, c'est celle de la démission. Si Macron démissionne, c'est le moment d'une élection présidentielle anticipée. On n'en est pas là, mais nous, en tout cas, on se prépare, parce que ça ne s'improviserait pas, une telle campagne. Et là, on verrait comment se réouvre le champ des possibles au niveau politique. Mais en tout cas, Macron, là, a fait son temps, 7 ans, 30 mois encore, ça me paraît impossible. 30 mois, mois. Il ne peut pas se refuser à cette option qui devient plus qu'inévitable, quitter le pouvoir, quitter l'Élysée et enfin rouvrir le jeu. Alors, en parallèle de cette actualité très mouvementée et chaotique, le travail parlementaire se poursuit. J'avais annoncé un travail de longue haleine sur la protection de l'environnement nocturne, et notamment la lutte contre la pollution lumineuse. Donc on a auditionné il y a une dizaine de jours les chercheurs de l'Observatoire de l'environnement nocturne. Ça a été l'occasion d'embrayer le travail. On a continué lundi dernier avec une nouvelle audition au Palais Bourbon avec un certain nombre de spécialistes, des astronomes, des spécialistes de la réglementation, de la biodiversité, Patrick Proisy, qui est maire de Fâche-Tuménil, qui a éteint les lumières, tout ça pour essayer de penser de façon très complète et globale une proposition de loi qui vise à protéger la nuit, et ça c'est un ensemble de dispositions qu'il s'agit d'articuler. C'est pas simplement penser la technicité de l'extinction de la lumière hein, ou d'une extinction partielle, c'est aussi réfléchir à la mise en œuvre, qui pour mettre en œuvre, là pour l'instant dans la réglementation c'est plutôt la police du maire hein, qui décide en lien avec ses habitants d'éteindre ou pas. Ça c'est un ensemble de dispositions qu'on essaye de corréler. La proposition de loi qui a été initié par François Piquemal, Carlos Martins Bilongo et Manon Meunier. Moi, j'y travaille maintenant très activement pour essayer d'accélérer les choses et de faire en sorte qu'on puisse l'étudier au printemps avec un ensemble de démarches pour essayer de l'expliquer et en quoi c'est nécessaire. Là, parmi les arguments qui sont évidents, hein, c'est qu'on a perdu l'accès aux étoiles. Si vous regardez le ciel depuis la ville, si vous êtes à Paris ou ailleurs, vous aurez accès à peut-être 2-3 constellations et pas beaucoup plus, peut-être des planètes très brillantes, mais c'est vraiment un accès plus que restreint et c'est dommage hein, parce que c'est un trésor que l'humanité doit pouvoir contempler. Donc c'est l'accès au ciel qui est pollué par toutes ces lumières. C'est également, et ça c'est important, c'est souvent sous les radars de ce questionnement, c'est la biodiversité. C'est les insectes qui disparaissent par millions, par milliards chaque année parce qu'ils n'arrivent pas à se repérer correctement dans l'environnement nocturne quand c'est éclairé. C'est les chauves-souris, c'est les hérissons, enfin bref, toute la faune qui vit la nuit et qui est considérablement obstruée dans ses déplacements par ces sources lumineuses. Un des gros problèmes et qu'on a discuté, c'est que depuis maintenant quelques années, on voit un déploiement vraiment exponentiel des LED. Alors c'est une source de lumière qui est potentiellement très utile parce qu'elle coûte peu cher, elle est sobre en termes de consommation énergétique, mais néanmoins, lorsqu'elle est déployée
de façon sauvage, avec notamment une température trop élevée, au-delà de 3000 Kelvin, eh bien ça produit une lumière blanche, très agressive d'ailleurs, qui a des effets assez néfastes sur la santé humaine. Il ne faut pas trop la regarder longtemps. Et là, comme ça coûte pas cher, que vous avez beaucoup d'entreprises qui proposent des solutions de déploiement efficaces et complètes dans les villes, eh bien, on a une augmentation de sources de lumière, alors même qu'il fallait faire disparaître au fur et à mesure la lumière dans les villes. Donc là, on a le problème de ces LED. C'est un effet rebond qui n'était pas forcément prévu à ce point-là dans les textes réglementaires. Il y a aussi, et ça c'est un autre point, tous ces sites industriels, les parkings de supermarchés, les entrepôts logistiques qui, plutôt que d'éclairer vers le bas, éclairent le ciel, ce qui est vraiment une catastrophe. Et si vous avez des plateformes logistiques autour de chez vous ou des supermarchés, vous verrez que là c'est une catastrophe. Vous avez un halo de lumière qui empêche clairement d'avoir un accès à la voûte céleste, et puis surtout qui empêche la faune, les végétaux, etc. de pousser correctement. Donc ça, c'est hors du champ d'application pour l'instant des dispositions réglementaires de l'arrêté de 2019. Donc on y travaille, et ça c'est tout une élaboration qu'au fur et à mesure, je vais, avec les collègues, déplacer dans le Parlement avec de nouvelles auditions. Ça passera aussi par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il y a une très bonne note sur la pollution lumineuse qui a été publiée l'année dernière par une collègue sénatrice, LR. Donc en fait, c'est une question d'intérêt général. Je pense qu'il faut protéger la nuit. C'est une question d'harmonie avec la nature qu'il faut reconstruire et reproduire. Donc on va au fur et à mesure faire évoluer ce texte et le déposer à la rentrée et chercher des soutiens, des signatures de collègues députés. Je pense que là on a affaire à quelque chose d'intérêt général, on est d'initiative au départ avec le groupe Insoumis, mais je pense que c'est suffisamment important et critique pour que d'autres groupes puissent se saisir et signer. L'enjeu étant de proposer une loi transpartisane pour être défendu quand il le faudra au printemps à l'Assemblée nationale. Et puis, tout cela anticipera la navette vers le Sénat. Là, l'ambition qu'on s'est fixée, c'est d'avoir un effet dans le réel, parce qu'il est vraiment urgent d'agir pour faire décroître cette pollution lumineuse et de retrouver à la fois une qualité de nuit, de repos et de contemplation des étoiles, etc. Donc ça, c'était le travail de lundi, et on continue, et je rendrai compte au fur et à mesure de ce travail qui va nous retenir encore quelques mois et qui me tient particulièrement à cœur. J'en dis pas plus, merci pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain numéro d'Espace Politique.